Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Club de la Presse sur RTI 1, la première chaîne de télévision ivoirienne. Ce soir encore, notre devoir est d'analyser froidement, de décrypter posément et de débattre des faits qui marquent notre actualité. Et cette actualité interroge notre démocratie, notre stabilité, mais aussi la lecture que nous faisons des mouvements de société à travers le monde entier. Pour ce qui est du débat de ce soir, la Côte d'Ivoire, à l'approche de l'élection présidentielle, plusieurs figures de l'opposition ont vu leur candidature recalée. Une décision qui suscite polémique, protestation et spéculation. Alors que prépare réellement l'opposition ivoirienne, quels sont les recours et ses plans? Faut-il attendre ou s'attendre à une recomposition politique, à un front uni ou à un boycott? Questions auxquelles nous tenterons d'apporter réponse le long de cette émission. Sur le vieux continent, en France, le président Emmanuel Macron fait face à un autre vent de révolte, grogne sociale, législative anticipée, mobilisation populaire. La rue se fait entendre et l'équilibre des institutions semble menacé. Emmanuel Macron est-il en fin de règne politique ou peut-il encore reprendre la main? Pour éclairer sur ces deux sujets, nous avons convié un panel de journalistes émérites dont la plume et la parole font autorité. Jérôme Ndri, journaliste à Le Nouveau Réveil, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci Louis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sylvain Guédé-Débailly, vous êtes éditorialiste émérite connu du monde des médias ivoiriens et bien au-delà. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, cher Ahmed. On est très heureux de vous recevoir. Bakayoko Lanciné, vous êtes journaliste à la rédaction de RTI 1, chef du service économie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ahmed. J'ai envie de dire bienvenue dans votre studio. Et on reçoit après un très bon moment Alafé Ouakili, journaliste directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, acteur majeur du paysage médiatique ivoirien. Monsieur Alafé Ouakili, bonsoir. Bonsoir, content d'être à nouveau là. Plaisir partagé. Je vous en prie. Alors, et tout au long de cette émission, notre reporter Davy Soyo nous livrera des réactions et les échos du terrain. Mais bien avant, on part avec cette courte transition juste derrière laquelle on se retrouve. Depuis quelques semaines, les tensions montent autour du processus électoral. Certaines candidatures issues de l'opposition ont été rejetées par la Cour constitutionnelle ivoirienne lors de l'étape ultime de tri et validation des candidatures, suscitant de vives réactions. Silence de certains leaders, contestation publique, d'autres appellent à la réforme du code électoral. La scène politique est en pleine ébullition, alors que mijote réellement l'opposition ivoirienne. Un front commun, une candidature unique, une stratégie de confrontation ou un choix de retrait. En partie, vous trouverez réponse à ces interrogations dans cet élément que nous propose Davy Soyo. Après le verdict du Conseil constitutionnel le 8 septembre dernier, les candidats recalés pour l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre prochain refusent de capituler. Depuis quelques jours, le président du PPACI, Laurent Gbagbo, a initié une série de rencontres. L'ex-chef d'État a échangé avec les principales forces de l'opposition. PDCI-RDA, avec à sa tête Alain Cocotré, le président du FPI, Afin Guessan, les députés maires du Tiers-Salé, Assalé Tiemoko, l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Tobi et des émissaires du GPS. Au centre des discussions, les défis majeurs du processus électoral, les analyses et observations de la décision du Conseil constitutionnel et la situation sociopolitique du pays en général. À côté de ces rencontres, le PDCI, le FPI, le PPACI, y compris les députés maires du Tiers-Salé et Vincent Tobi, à travers des conférences de presse, expriment leur mécontentement face à la décision du Conseil constitutionnel et qualifient d'arbitraire cette décision de justice. Le Front commun et les autres candidats recalés ne comptent pas s'arrêter là. Que prépare-t-il ? Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs, après la publication des candidatures retenues par le Conseil constitutionnel, il y a eu des réactions des partis politiques, de surtout les candidats qui n'ont pas été retenus. Que vous inspirent ces différentes réactions, ces candidatures recalées? Jérôme Ndri? Écoutez, le constat est clair qu'aujourd'hui, les différents leaders de l'opposition ont été recalés
pour ces élections présidentielles de 2025. Mais parmi ces leaders, il y a 3 également dont la candidature, on va dire 4, dont la candidature a recalé, a marqué quand même l'opinion. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, il s'agit du président Tidiane Thiam, il s'agit également du président Afin Guessan et du jeune loup Assalé Tiemoko. Mais ce qui intrigue un peu dans le verdict qui a été rendu, c'est les contestations portées par ces différents candidats sur les chiffres. Je voulais vraiment m'attarder un peu dessus, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le premier ministre Afin Guessan ou encore Assalé Tiemoko, les 3 contestent les chiffres qui ont été donnés au niveau du Conseil constitutionnel. Y a-t-il une manipulation entre le Conseil constitutionnel, entre la CEI et le Conseil constitutionnel? Aujourd'hui, tous les Ivoiriens se posent la question. Mais on constate que, par exemple, Assalé, qui indique qu'il a déposé près de 41 906 parrainages et qu'en retour, on lui attribue 333 727. Également pour le président Afin Guessan, qui revendique lui 44 342, alors qu'on lui a attribué 46 536. Est-ce qu'il y a une manipulation de ces chiffres au niveau du Conseil, au niveau de la CEI, au niveau du Conseil constitutionnel? On n'en sait rien pour l'instant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Afin Guessan, dans sa dernière sortie, a indiqué qu'il allait saisir le procureur de la République pour qu'une enquête soit menée. C'est pourquoi il a même indiqué qu'il pouvait saisir la justice pour que le processus soit arrêté et qu'on mène une enquête pour savoir à quel niveau ces chiffres-là ont été manipulés. Parce que c'est à la base de ces parrainages-là que ces candidatures ont été rejetées. Deuxième chose que moi je constate et que Afin Guessan aussi a relevé, c'est le non-respect par le Conseil constitutionnel de l'article 54 du Code électoral. Vraiment, Ahmed, je vais lire cet article-là pour que ça prend juste un peu de temps. Il est dit dans l'alinéa 2 de cet article que dans le cas d'une présence sur plus d'une liste du parrainage, sur la première liste contrôlée selon l'ordre de dépôt, est validée et invalidée sur les autres. Toutefois, c'est la partie qui va nous intéresser, toutefois, si du fait de cette invalidation, une candidature n'atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par district autonome, par région, notification est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par remplacement jusqu'à la concurrence du nombre de parrainages invalidés. Pour ce faire, dans un délai de 48 heures. C'est ce que l'article 54 dit. Et le président Afin Guessan a bien relevé cela. Cela n'a pas été respecté. Le constat que tout son affaire, c'est que la présidente du Conseil constitutionnel a indiqué que dans 48 heures, les gens n'avaient pas la possibilité de pouvoir remplacer cela. Donc, parce qu'Afin Guessan dit non. Il a même pris cette anecdote. Même quand un condamné à mort doit être tué, on lui donne quand même à manger. On aurait dû le contacter, comme le dit le code électoral, pour qu'il ait la possibilité, oui ou non, de pouvoir combler ces parrainages. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, ce que nous constatons et ce qui a été décidé par le président Pascal Afin Guessan, parce que pour les autres cas, les autres présidents qui ont été rejetés, ils ont protesté. Mais dans le cas du président Pascal Afin Guessan, il dit saisir la justice pour qu'une enquête soit menée et en attendant bloquer le processus. Il voudrait que le processus soit repris à zéro pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement entre la CEI et le Conseil constitutionnel. Est-ce que les parrainages ont été manipulés? Il faudrait que la justice puisse éclairer l'opinion sur cette question. Alafé Ouakili, votre réaction sur ces candidatures recalées, la réaction l'article 54, c'est pour un seul cas. Oh, il y a eu plusieurs cas. L'article 54, c'est uniquement pour les doublons. On dit en cas de doublons. Oh, les invalidations... Non, il a dit invalidation, il n'a pas dit doublon. Reprendre l'article 54. L'alinéa 2 dit, toutefois, du fait de cette invalidation, si une candidature n'atteint pas le précédent. minimum. De quelle invalidation? Lis en l'alinéa 1 le précédent. Invalidation liée. Invalidation liée, l'article tout entier. Liée au doublon, liée... Il faut lire. Non, oui, mais c'est uniquement les doublons. C'est uniquement les doublons et non d'autres types d'erreurs. C'est uniquement les doublons. Et donc, la présidente dit... Si même pour les doublons, on les sollicite et qu'en 48 heures, ils ont réglé, ça ne sert à rien parce qu'il y a d'autres types d'invalidation dont la solution n'existe pas. Lesquelles, par exemple? Une erreur, non, mais ce n'est pas dit dans la loi, une erreur sur une carte d'identité,
une erreur, par exemple, sur un document, une erreur sur d'autres choses, et puis des électeurs de la diaspora qu'on retrouve sur des documents, on ne peut pas les changer. C'est-à-dire, vous avez un parrainage complet pour une région, et puis vous trouvez un électeur de la diaspora dedans. On ne le retire pas, il n'est pas un doublon, on ne le retire pas pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Ça, là, la loi n'a pas précisé la correction de ce type d'erreur-là. Il est important de lire les lois dans leur globalité, tous les alinéas, et d'éviter de se focaliser sur un autre pour faire de grands procès et de grands débats, parce que non seulement ça abuse les uns et les autres, mais en même temps ça crée des conflits inutiles. On attaque quelqu'un, on lui dit de n'avoir pas respecté la loi, alors que c'est vrai, on n'a pas bien lu cette loi-là dans sa globalité. Donc je tenais à réagir aussitôt après cela, parce que nous-mêmes, lorsqu'on entendait et qu'on a eu les premières réactions, on a pu penser la même chose. Mais en lisant l'article 54 de façon complète, on se rend compte que tout le monde a fait fausse route et que le Conseil constitutionnel a dit les choses comme il fallait. Il n'a pas condamné, n'a pas conduit à mort le condamné sans lui donner à manger. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça, il est important de le dire. Et vous qui êtes de bonne foi, et vous qui êtes assez vigilants et rigoureux, moi-même j'ai pu tomber dans le panneau, vous voici en train de répéter une lecture pas complète faite par un acteur politique de premier plan. Et il est important d'attirer l'attention là-dessus. Sylvain Guédé-Debailly, votre réaction? Oui, avant d'aller plus loin sur cette question, j'aimerais intervenir tout de suite pour dire que oui, on peut peut-être se tromper dans la lecture des lois, mais au moins, le minimum que dit la loi, il faut quand même le respecter aussi. C'est-à-dire, sur le cas des doublons, est-ce qu'une notification a vraiment été faite à l'intéressé? C'est là que ça commence. Et puis bon, maintenant, on peut analyser les autres facteurs ou bien les autres paramètres. Mais on n'a même pas fait la notification. On se dit, bon, les chiffres qui sont là, ils sont tellement énormes qu'en 2 jours, si on leur donne même la possibilité, ils ne peuvent pas. Mais ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on dit comme ça sans l'avoir fait. Alors que en faisant ainsi, on lèse quand même l'intéressé, on lèse le candidat quelque part. C'est ce que j'aimerais d'abord relever. Et puis revenir à votre question pour dire que si, après la délibération du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, on en est à poser la question, que va faire l'opposition, c'est que quelque part, il y a problème. Aujourd'hui, on devrait être en train de dire comment on fait campagne, comment... Est-ce que la pré-campagne est déjà visible sur le terrain? On devait être là. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans l'expectative. On attend la réaction de l'opposition. C'est dire que le vote lui-même, qui va se tenir le 25 octobre, il est biaisé quelque part. Parce que de grands acteurs en sont privés. Quand je dis des grands acteurs, ce sont des grands acteurs politiques connus. Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Affi N'Guessan, Assalé Timoko, Toby Irie, qui ont été quand même présents sur la scène politique ces dernières années. Alors, la question qui se pose, est-ce que nous avons bien fait ce qui s'est passé? Parce que cette décision du Conseil constitutionnel qui est sortie a quand même été surprenante, même si, quelque part, une certaine opinion s'attendait à ce que des candidatures soient rejetées, parce que c'est à cela qu'on aboutirait avec tout ce qui avait été fait en amont, à savoir l'éjection de grands noms de la liste électorale et puis des entraves ici et là. On s'entendait plus ou moins à ça, mais on a pensé quelque part aussi que comme c'est du droit, comme ce n'est pas une science exacte, bon, tous ceux qui étaient dans ce cas-là sont allés déposer leur candidature, s'attendant à une autre lecture plus objective de la loi. Cela n'a pas été fait. La présidente a peut-être appliqué les règles, bien les lois de façon mécanique, et puis bon, on est arrivé à ce résultat, et aujourd'hui on s'interroge, que va faire l'opposition? Mais l'opposition fera ce qu'elle va faire, et puis bon, on voit déjà qu'il y a des consultations menées par Laurent Gbagbo, donc nous tous on attend, on est tous dans l'expectative, et puis bon, on verra bien. Lansine Bakayoko, est-ce que vous voyez une application stricte de la loi, une lecture politique des textes par le Conseil constitutionnel? Non, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une institution politique, c'est une institution judiciaire.
En principe, si quelqu'un doit être poursuivi devant le procureur de la République, je pense que ça devrait être Pascal Affi-N'Guessan qui a voulu clairement abuser de la population en lisant le test, l'article 54, de façon parcellaire. Donc, pour moi, le Conseil constitutionnel a dit le droit, est resté focus sur son objectif, a bien décortiqué les tests, a bien regardé les parrainages. Vous savez, on ne peut pas vouloir faire des arrangements, comme je le dis tous les jours, avec les tests. J'entends ici et là, des grandes personnalités de l'opposition ont été mises à l'écart. Non, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc moi, je ne comprends pas qu'on dise que tel citoyen est un super citoyen et que tel autre est un micro-citoyen. Moi, je ne comprends pas cette logique. Donc, le Conseil constitutionnel a fait son travail, et a mis sur la ligne de départ ceux qui devaient l'être, et je crois que tout le monde devait se tenir pour acquis cette décision. D'ailleurs, je pense que ceux qui cherchent à critiquer à tout prix cette décision judiciaire devraient, à mon avis, être interpellés. En tout cas, interpellés, leur demander de ne pas critiquer cette décision parce que c'est une décision qui est, à mon avis, une décision juste. Maintenant, on parle d'exclusion. Non, il n'y a pas d'exclusion. Parce que tous les partis politiques sont représentés au niveau de cette élection. Le PPACI, il y a Don Melo qui est là. Oh. Il est vice-président. Et Jean-Louis Billon est également une personnalité importante du PDCI-RDA. Donc je crois que ces personnalités peuvent suffisamment faire porter la voix du PDCI-RDA. Ne me dites pas que le PDCI est réduit uniquement à Tidjane Thiam ou que le PPACI, c'est Laurent Gbagbo. Le PPACI, c'est une organisation qui regroupe beaucoup de militants dont Awa Melo fait partie des plus importants. Il s'agit donc aujourd'hui de se plier à cette décision judiciaire et d'arrêter de mener des consultations qui ont des allures de démarches subversives. C'est clairement une insurrection que l'opposition est en train de préparer. C'est de l'opportunisme politique également. L'opportunisme politique, j'allais dire. Donc je crois que là où nous en sommes, les candidats doivent se préparer pour aller aux élections du 25 octobre 2025. Et les gens sont déjà dans cette dynamique. J'ai vu que Simone Babo a déjà nommé un directeur de campagne. Il en sera de même pour le RHDP et pour les autres candidats. Donc aujourd'hui, ce que les populations ivoiriennes attendent, en tout cas l'ensemble des populations attendent, c'est de présenter leurs programmes, leurs projets politiques et de sillonner le pays pour pouvoir vendre leurs projets. Je parle des candidats. Maintenant, toute autre action en dehors de cette direction que le Conseil constitutionnel nous a montrée serait considérée, à mon avis, comme un projet insurrectionnel. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix mettre le Conseil constitutionnel en porte-à-faux avec la population. Il s'agit surtout, quand on est républicain, de respecter la loi et rien que la loi. Jérôme Ndri, le Conseil constitutionnel est le dernier niveau de décision concernant les candidatures. Il y en a 5 qui ont été validées. L'opposition, même si on n'a pas des candidats désignés qui font partir de celles qui ont été validées, est-ce qu'elle pourra, par un sursaut stratégique, s'unir ou bien elle est trop divisée pour désigner une candidature unique? Non, ça m'étonnerait. Mais je voudrais quand même rebondir quand demander à Lassana Bakayoko de quoi Lassana Bakayoko a peur quand il dit que des simples consultations font appel à une insurrection. Bon, ça c'est son analyse personnelle. Mais une opposition qui se concerte ou bien qui parle ensemble pour pouvoir arrêter une stratégie n'a rien à voir avec une insurrection. Bon, je ne sais pas de quoi il a peur. Si lui-même il pense que la décision qui a été rendue est une bonne décision selon le droit, il n'aurait pas dû avoir peur. Mais s'il a peur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche à son Non, je n'ai pas du tout peur. Ce n'est pas une peur, je parle de respect des textes. Une simple rencontre, déjà, tu penses à une insurrection. C'est que quelque non, part, mais puisque ce sont des rencontres qui sont sans objet aujourd'hui. Sans objet. Ces candidats indépendants dont la Sénat fait mention, ils n'ont pas été investis par un parti politique. Ils sont des candidats indépendants. Ils ont déposé leur candidature en tant que des candidats indépendants. Donc, ils vont faire chemin en tant que candidats indépendants. Mais ça m'étonnerait que ces partis politiques puissent s'aligner derrière ces candidats. Bref, moi, je voudrais revenir pour souligner un fait. Quand il dit, par exemple, c'est vrai, personne ne peut contester la décision du
du Conseil constitutionnel, mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On sait que dans ce pays, toutes les crises que nous avons connues au niveau après les élections, des crises post-électorales, où il y a 2 acteurs majeurs derrière ces crises. Nous avons le Conseil constitutionnel, nous avons la CEI. Quand on prend à partir de 2000, vous avez le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures. On sait ce que ça nous a causé en 2002. En 2010, le Conseil constitutionnel était encore un acteur majeur de la crise. Donc chaque fois, aujourd'hui, quand la Sénat Bakar présente le Conseil constitutionnel, il faudrait que quand même il fasse un peu référence au passé. Bref, on ne peut pas contester une décision du Conseil constitutionnel parce qu'elle n'est susceptible d'aucun recours. Mais ce que je voulais indiquer, c'est que l'opposition, quand même, après cette décision du Conseil constitutionnel, l'opposition a le droit de se concerter, de se concerter pour arrêter sa stratégie. Est-ce que l'opposition va laisser les choses partir? On n'en sait rien. Est-ce que l'opposition va s'aligner derrière des candidats, même qui ne sont même pas issus de ces partis politiques? On n'en sait rien. Mais une concertation de l'opposition ne fait pas appel à une insurrection. Déjà, quand tu jettes dans l'opinion que l'opposition entend pour une insurrection, c'est que tu as des informations sur ce qui se passe. Tu as des informations sur ce qui se passe. Et c'est dangereux de dire cela. C'est dangereux de prêter aujourd'hui à l'opposition une insurrection, il se prépare. Non, ce n'est pas vrai. Une concertation, parce qu'après cette décision, Alassane Bakar, vous voulez vous attendre à quoi? Après cette décision, c'est quand même tous les leaders d'opposition syndicalistes qui ont été rejetés. Donc c'est important que ces personnes-là se concèdent. S'ils se concèdent, bon, c'est pour arrêter les stratégies. Mais déjà, il ne faudrait pas trembler dans ton camp déjà pour dire qu'il y a une insurrection. Je ne dis pas non. Je pense qu'une décision a été rendue. Cette décision est contestée par une partie de l'opposition qui avance des arguments pour contester cette décision. Premier argument, c'est déjà même les chiffres. Et moi, à ce niveau-là, je voudrais quand même interpeller la Commission électorale indépendante. Il y a des soupçons qui pèsent aujourd'hui sur la CEI pour des chiffres qui auraient été manipulés. Mais c'est à la CEI de pouvoir sortir, faire une déclaration pour nous situer sur ce contexte-là. À Finguessan a donné des chiffres qui auraient été manipulés. À Saleh Timoko a donné des chiffres qui auraient été manipulés. Le président Laurent Gbagbo a donné des chiffres qui ont été manipulés. Qu'est-ce que dit la CEI à ce niveau pour éclairer l'opinion? C'est sur ça que nous devons quand même nous appuyer et ne pas penser que les gens se concertant préparent déjà un coup parce qu'à notre niveau, on a peur. Si on a peur, c'est que nous-mêmes, on doute de la décision qui a été rendue. C'est ce que Dubaï a dit. D'accord. Alafé Ouakili, on a évoqué les consultations au niveau de l'opposition. C'est acté, il y a 5 candidatures, dont quelques-unes issues de certaines bannières politiques dans l'opposition. Est-ce que ces consultations pourraient aboutir à un soutien à des candidats tels que Simone Eivé Gbagbo, Jean-Louis Billon ou encore Awa Domelo? On a eu des consultations des candidats non retenus, de certains candidats non retenus. Donc il y a d'abord une coalition des candidats non retenus. Maintenant, les candidats non retenus, faisant un bloc, voyant ce qu'ils peuvent peser, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité d'essayer de peser sur le processus électoral? C'est une option qui peut conduire les candidats non retenus, le front des non retenus, je ne dirais pas le front des exclus, à rencontrer un groupe de candidats retenus pour leur poser des conditions. Parce qu'aujourd'hui, Domelo, indépendant, dissident, Simone Gbagbo, MGC, et puis de la gauche dissidente, et Billon, issu du PDCI, que peut-être les adversaires du PDCI, du PPI peuvent brandir comme des modèles de candidature intéressants, ont besoin des candidats non retenus. Ils ont besoin d'eux. Ils ont envie d'exister, ils ont envie d'être, ils ont envie d'être président. Ils ne sont pas là pour s'amuser et pour accompagner le RHDP. Ils ne sont pas là pour légitimer le RHDP. Maintenant, l'opposition peut le penser. L'opposition peut continuer à dire qu'il faut absolument que Laurent Gbagbo soit candidat, il faut absolument que Thiam soit candidat, et peu importe si le président Alassane Ouattara est réélu, si le RHDP reste au pouvoir, peu importe. Nous, on ne veut pas un 4e mandat. Nous, on veut que Gbagbo soit candidat, on veut que Thiam soit candidat, c'est ce qui nous intéresse. Le reste, au milieu, là, ne nous intéresse pas. Maintenant, quels vont être les moyens dont ils disposent pour parvenir à cela? Si on considère qu'ils ne sont pas partisans, comme il le dit, de l'insurrection, du chaos, de la politique, de la chaise vide et du boycott, on peut espérer, on peut penser qu'ils auront l'opportunité de créer une dynamique nouvelle pour peser sur le processus. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Cela dit,
Il a aussi rappelé que oui, il y a eu 2000, il y a eu 2010. Effectivement, il rappelle, il y a eu Conseil constitutionnel, il y a eu CI, il y a eu des crises, mais en même temps, il y a eu, oui, des rébellions, il y a eu des violences, il y a eu 3000 morts. Donc, quand quelqu'un est inquiet, il observe, il analyse pour dire qu'il peut avoir une insurrection, qu'il peut avoir un coup d'État, qu'il peut avoir 3000 morts, ça ne veut pas dire qu'il a peur. De la même manière, lui, il rappelle que la CI a fait des choses qui ont créé des crises, le Conseil constitutionnel a fait des choses qui ont créé des crises qui ont été contestées. Il est important de permettre qu'un observateur aussi dise d'autres pans de l'histoire qui ont créé des dissensions dans le pays, notamment un coup d'État en 1999, une rébellion, une crise post-électorale avec 3000 morts, et puis en 2020, la contestation de la présidentielle avec un CNT insurrectionnel. Tout ça a existé. Le dire ne signifie pas que l'on a peur, c'est des éléments de notre histoire. Le dire et le rappeler pour dire on ne veut plus ça. Et qu'on n'est pas un peuple qui a fait le choix du pire et du chaos pour que chaque fois, on pense que c'est une malédiction. Il n'y a pas une malédiction des élections. Il est possible de sortir de cette malédiction. Et moi, je ne fais pas de la provocation. Je pense que le président Laurent Gbagbo a dit une fois et souvent, quand il y a la paix dans un pays, c'est grâce à l'opposition. C'est l'opposition qui fait qu'il y a la paix dans un pays. Il a donné son exemple pour dire, lorsque lui, il était opposant, il n'a pas mélangé le pays, il y a eu la paix, malgré tout. Et ensuite, quand il est devenu président, c'est l'opposition qui a créé la guerre. Je pense qu'aujourd'hui, il est opposant. On peut penser que si le pays se mélange, ce sera lui. Et que s'il y a la paix, ce sera lui et les opposants. La paix, en réalité, dépend de tout le monde, opposant comme pouvoir. Chacun a sa responsabilité. Il est important de le rappeler pour que le pays demeure en paix et qu'il y ait des stratégies politiques plutôt que d'autres scénarios, d'autant plus que quel que soit le schéma, surtout si c'est la guerre, on finira bien par s'asseoir pour faire le dialogue. Pourquoi ne pas le faire plus tôt? Pourquoi ne pas calmer le jeu de part et d'autre et puis chercher à aller dans la violence, dans l'affrontement pour ensemble, pour venir s'asseoir après? Sylvain Guédé-Bailly, ces consultations de l'opposition pourraient aboutir à un front commun pour aller aux élections avec des candidatures, des candidats retenus? Oui, il y a déjà un premier front commun. Le front commun PDCI-PP-ACI. Ben, à l'observation, ce front-là va peut-être soit se transformer en un front du refus ou bien en un front de l'offensive. Un front du refus qui va peut-être attirer ceux qui sont déjà consultés là. Et puis bon, on verra bien comment Laurent Gbagbo va manœuvrer pour pouvoir allier à ce qu'il veut défendre les autres candidats qui ont été éliminés. Mais au-delà de cela, je voudrais revenir sur l'analyse faite par Bakayoko. Je pense que nous nous respectons ici. Quand il tient une analyse, quand il dégage une opinion, elle est tout à fait respectable parce que avant d'être journaliste, il est un citoyen. Donc qu'il soit aussi pénétré de cette ouverture-là quand des citoyens, par rapport à leur droit à la différence, prennent des positions. Cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de se réunir pour enflammer le pays. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Vous avez bien posé la question ici, que fera l'opposition? Donc ça veut dire que l'opposition est une partie prenante de notre vie politique. Donc il faut tenir compte aussi de ces opposants-là, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Et ne pas voir leurs actes ou bien leurs dires comme des gens qui sont là pour agiter la tempête. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Il dit que le Conseil constitutionnel a fait son travail. On le lui concède, parce que c'est une opinion qu'il émet. Moi, j'accepte quand il dit ça. Mais en même temps, il y a aussi des éléments qu'on peut avancer pour contredire ce qu'il est en train de dire. Quand il me dit que le Conseil constitutionnel a fait son travail, c'est cette décision du Conseil qui est sortie, le verdict qui est tombé là. Vous voyez un peu la contestation que ça suscite. 8% des déposants ont été admis. Et vous voyez un peu dans la population, au lieu que cela appelle un climat serein, on est plutôt dans une sorte de peur sur la ville. Vous comprenez? Donc quand on est dans un tel schéma, il faut emprunter la voie de la modestie. Elle a fait, Wakil l'a dit tout à l'heure. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout cela
qu'on ne regarde pas le feu arriver, mais déjà qu'on anticipe. C'est-à-dire, si on n'a pas fait le dialogue hier et qu'aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel va nous porter des préjudices, avant même l'élection, il peut y avoir un carnaval de dialogue. Un dialogue, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont éliminés sont forcément contre l'élection du 25 octobre. Mais c'est une approche. Parce que la population a peur. Ça, il faut le dire tout net. Le Conseil constitutionnel a peut-être bien fait son travail, mais à la lumière de l'article 54 qu'il a lu tout à l'heure, vous avez bien mentionné que pour détecter un doublon, c'est par rapport à l'ordre des dépôts. Donc, pour détecter, par exemple, un doublon par rapport à Saleh Tiemoko, il faut peut-être voir la candidature du président Alassane Ouattara. Il faut aussi voir le dépôt de candidature de Mme Henriette Lagou, qui a déposé son dossier avant celui du président Alassane Ouattara. C'est un exemple. Est-ce que le Conseil constitutionnel nous a présenté les résultats de ces délibérations sur ces questions-là? Qui est doublon par rapport à l'autre? On ne l'a pas dit, mais on s'est assis comme ça entre quatre murs, et puis bon, il n'y a pas de témoins, c'est-à-dire il n'y a pas de représentants des différents candidats, mais on sort et puis on dit, oui, bon, vous n'avez pas eu les parrainages. Et curieusement, ceux qui n'ont pas les parrainages, ce sont les grands partis, les leaders des grands partis traditionnels, les leaders des partis qui ont quand même une représentation sur l'ensemble du territoire. Ce sont les partis, des gens qui sont arrivés et dont on sent la présence sur le terrain. C'est ceux-là qui ne sont pas qualifiés et ce sont des candidats indépendants qui sont qualifiés. Il y a lieu de s'interroger. Et à partir de là, se poser les bonnes questions et puis peut-être prendre les bonnes dispositions pour les prochaines aventures. C'est-à-dire, est-ce que, à partir de ce que nous venons de voir, pour réduire la contestation prochainement, est-ce qu'on ne pourrait pas, au moment de la délibération, appeler les différents candidats qui ont postulé pour que devant eux, les choses se passent? C'est pour ça que je m'en vais soutenir la position d'Afi N'Guessan, c'est-à-dire pour l'histoire, il faut qu'il dépose cette plainte et puis, si elle est vraiment instruite par la justice, nous verrons qui de la CI ou du Conseil constitutionnel a fait quelque chose quelque part. Parce qu'il faut que nous soyons situés. C'est la deuxième expérience sur le parrainage. Mais personne n'est encore unanime sur ce qui se fait. En 2020, il y avait eu les mêmes problèmes. Mabry Touakeus qui n'avait pas eu de parrainage. Et curieusement, Kakabe qui est sorti du PDCI qui avait eu des parrainages. Ça interroge. Donc pour la prochaine fois, il faut créer les conditions de la transparence. Parce que si on veut maintenir le système de parrainage qui, de mon avis, en ce moment-là, est une forme de supercherie pour éliminer des adversaires, si on veut l'améliorer, il faut l'entourer quand même, il faut l'encadrer, soit par la loi ou bien par des règles beaucoup plus transparentes. Tant qu'il n'y a pas de règles de transparence autour de ce parrainage-là, mais on va toujours douter. Et puis bon, après les résultats du Conseil constitutionnel, ce sera toujours les mêmes récriminations. Et puis bon, personne n'aura confiance. Il faut créer les conditions de la confiance. Lansine Bakayoko, quelle option pour l'opposition après l'annonce des candidatures validées? L'opposition, c'est de constater le processus se poursuivre. C'est de constater que le processus politique ne peut pas s'arrêter, le processus électoral ne peut pas s'arrêter parce qu'elle a décidé de se mettre à l'écart, a été mise à l'écart par le Conseil constitutionnel. Maintenant, on tente de discréditer la décision du Conseil constitutionnel en parlant de chiffres mal ordonnés au niveau du Conseil constitutionnel. On parle de parrainage, je pense que tout ça, c'est de la spéculation. Je pense que tout ça, c'est du dilatoire, c'est de la diversion pour pouvoir donner une légitimité à une revendication qui, en réalité, n'a pas de contenu, n'a pas de fond. C'est la même chose qui s'est passée en 2010, quand le président Laurent Gbagbo a perdu les élections. Il a tenté de faire diversion avec du dilatoire en demandant le recomptage des voix. Donc c'est une méthode qui a vécu, que nous connaissons très bien. C'est une théorie, c'est une manière de faire qui n'est pas nouvelle. Ça y est, discréditer le processus pour pouvoir légitimer. Maintenant, on me dit que quand je parle d'insurrection, je vais trop vite en besogne. Non, je ne vais pas vite en besogne. Quand tu regardes le champ lexical, le champ sémantique utilisé par le bloc des frustrés,
des frustrés qui se retrouvent chez Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est clair. On parle il n'y aura pas de 4e mandat. Tidjane Thiam sera aux élections, Laurent Gbagbo sera aux élections. Mais comment est-ce qu'ils peuvent aller aux élections? Ils n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Le langage n'est pas nouveau. Ils n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel les a mis à l'écart. Et eux, ils disent, ils vont tout faire pour être sur la ligne de départ. Aujourd'hui, ils ont envoyé plusieurs délégations à l'intérieur du pays. Ils disent que ce sont des campagnes de mobilisation de leurs militants. Et ils disent qu'il faut que les militants se tiennent prêts pour attendre probablement des mots d'ordre qui doivent arriver. Bon, si ça, ce n'est pas de l'insurrection, je ne sais pas quel nom on peut donner à ces appels. Il faut leur donner l'occasion aussi de... Le mot d'ordre ne peut pas être d'aller aux urnes. Non, c'est ça. Oui, mais écoutez, mais on dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre, en d'autres termes. Il n'y a pas de 4e mandat. Les gens votent massivement contre le président qui est là, qui veut faire le 4e mandat. Bon, je crois que donc, il faut aller les voir pour qu'ils puissent clarifier. Non, allez-y les voir. Allez-y les voir. C'est à toi de ne pas avoir peur de concertation. Comment devrais-je avoir peur? Comment devrais-je avoir peur? Donc, il faut qu'ils clarifient leur position. Qu'est-ce qu'ils mettent? Quel est le contenu il n'y aura pas de 4e mandat, tenez-vous mobilisés, nous allons faire barrage à ce passage en force. Donc ça, il faut qu'ils clarifient et très rapidement cette position pour ne pas que ça donne l'impression que c'est une insurrection. Maintenant, on a dit qu'il y a de la peur sur la ville. Moi, je ne vois pas cette peur. J'ai vu que le jour que la décision du Conseil constitutionnel a été proclamée, on a eu l'impression que la Côte d'Ivoire allait s'embraser parce qu'on avait présenté des situations apocalyptiques, des situations de guerre qui allaient survenir dès l'annonce des candidatures. Oh, les Ivoiriens ont vaqué à leurs occupations comme d'habitude. D'ailleurs, même ce jour, ils étaient encore plus enthousiastes. J'ai vu la circulation très animée, j'ai vu les embouteillages partout. Je me suis rendu dans des maquis, j'ai vu les Ivoiriens étaient en fête, ils étaient tout heureux. Ils n'avaient même pas l'impression qu'il y avait eu un événement qui s'était passé dans la ville. Donc je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il y a peur sur la ville. Même quand vous allez aujourd'hui. Mais tu dis qu'il n'y a pas peur sur la ville. Mais pourquoi toi, particulièrement, tu as peur tu crées une insurrection? Mais pourquoi tu dis que j'ai peur? Ah non, mais bon. Je n'ai pas peur. Les gens n'ont pas peur, c'est toi qui as peur. Nous sommes en train de décrire une situation. Donc, attendez que vous clarifiez, comme je l'ai dit, en tout cas que l'opposition, le bloc des recalés, clarifie sa position et donne un sens à tout le champ sémantique qu'ils utilisent aujourd'hui. Parce que ne nous prenez pas quand même aussi pour des niais. Nous savons lire entre les lignes, nous savons lire un texte. Donc, à mon avis, là où nous en sommes, l'opposition, celle qui ne veut pas aller aux élections, n'a qu'une seule option, c'est de regarder ceux qui veulent aller aux élections. Si elle veut donner des consignes de vote, elles le font dans un cadre républicain. Sinon, toute autre méthode pour pouvoir bloquer le processus en 2025 sera considérée, à mon avis, comme une volonté subversive. Même par la voie judiciaire. Merci messieurs pour ces échanges passionnants. Non, mais pourquoi Finguessan qui va saisir le procureur? Non, Jérôme Dri, merci infiniment. C'est Finguessan lui-même qui doit être poursuivi parce qu'il a voulu induire le peuple en erreur. Mais pourquoi toi, tu n'interpelles même pas la CEI pour qu'on puisse regarder un peu les chiffres, les faux chiffres? Merci pour vos réactions. Merci, ces échanges sont très passionnants. Alors, ce débat met en lumière les failles, mais aussi les responsabilités de chacun dans la construction de la démocratie, une démocratie forte et inclusive. Nous changeons à présent de décor, direction l'Europe ou plus précisément en France, où la situation politique actuelle interpelle le monde entier. Le président français Emmanuel Macron fait face à un vent de révolte contesté dans la rue. Affaibli au Parlement, il peine à trouver un nouveau souffle politique entre remaniement gouvernemental, poussée des extrêmes et rejet populaire. Une question se pose, Emmanuel Macron peut-il encore gouverner? Et surtout, que révèle cette crise sur l'état des démocraties occidentales? Décryptage et analyse avec Davis Oyo. Marche, rues barrées et altercations avec les forces de l'ordre. Voilà le résultat du mouvement Bloquons tout. Un mouvement pour dire non aux inégalités sociales, à l'augmentation de la pauvreté, au recul des efforts écologiques et à la crise du logement qui s'aggrave de plus en plus. Une désobéissance civile soutenue par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et les opposants aux réformes du président français Emmanuel Macron.
Objectif, contraindre le gouvernement Bayrou et son président à la démission. Si le premier objectif est atteint, le second semble plus complexe. Après 9 mois passés à la tête du gouvernement, François Bayrou est remplacé par Sébastien Lecornu, une nomination qui est loin d'apaiser les tensions. Emmanuel Macron, quant à lui, tente de poursuivre ses réformes malgré le mécontentement d'une frange de la population. Les indicateurs d'opinion montrent un recul de popularité du chef de l'État, même si ses soutiens soulignent qu'il reste déterminé à appliquer son agenda de réforme jusqu'à la fin de son mandat. Les prochains mois seront décisifs. L'exécutif devra concilier réforme économique et apaisement social afin d'éviter une aggravation du climat sociopolitique et préserver sa capacité à gouverner. Pour l'heure, le président français Emmanuel Macron semble marcher sur un fil raide. Le débat se poursuit sur le plateau du Club de la Presse. Alors, en France aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une crise du leadership ou une crise systémique? Alafé Ouakili? Peut-être une crise de leadership, mais pas une crise systémique. Mais en réalité, la France est dans une crise économique depuis longtemps. Et les gens, certains observateurs ont tendance à redire cela au président Macron, alors qu'il n'en est rien. C'est une crise qui a commencé depuis plusieurs années avec un déficit. On a vu à travers le gouvernement de la sécurité sociale et de tout le reste. Et en face, l'Europe prend des mesures, essaie de contrarier cela. Ça existe partout. D'autres pays ont connu de cela de façon plus difficile, comme la Grèce, l'Italie, à un moment donné, ça a explosé. Mais la France arrive toujours à faire la fuite en avant. Fait la fuite en avant sans affronter le problème dans le fond. Mais un matin, il faudra bien affronter dans le fond le problème. Et je pense que celui qui pourra affronter ce problème-là, c'est celui qui un jour sera élu, n'aura pas l'obsession d'un second mandat, n'aura pas envie de ruser, d'avoir une majorité, il va appliquer. Le président Macron était dans cette dynamique lors de son premier mandat. Après, il est entré dans le calcul 1 ou 2 ans après, le temps d'avoir le second mandat et aussi il songe à l'après. Je pense que la France a besoin d'être redressée au-delà des batailles actuelles ou autres. La France a besoin d'être redressée, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche qui arrive au pouvoir ou le bloc central actuellement républicain. À un moment donné, il faudra bien prendre des mesures dures, rigoureuses et fortes pour mettre fin au déficit. Et il n'y a pas de solution miracle. Il y en a qui disent qu'il faut taxer les plus riches. On peut tout essayer, mais est-ce la meilleure des solutions? En attendant, il faut trouver des compromis et souhaiter que des accords soient trouvés. En même temps, cela interpelle partout pour dire que le cas de la France n'est pas un cas isolé, anodin. Il n'y a jamais de gouvernance parfaite, de démocratie parfaite. Et dans tous les pays, on peut avoir, où on a souvent ce type de tension, de contestation et de crise. Jérôme Dry, est-ce que Emmanuel Macron a les moyens de rebondir ou il rentre dans une phase de survie politique? Là, je suis d'accord avec Alafé quand il dit que Emmanuel Macron essaie de déplacer un peu le problème. Là, nous sommes à son 7e, si mes calculs sont bons, 7e Premier ministre qui vient de nommer, mais le problème demeure parce que Emmanuel Macron travaille une situation assez difficile. Vous savez, en France, même quand on demande à ce que Emmanuel Macron puisse démissionner, sur papier, c'est difficile, c'est possible. Mais dans les faits, par rapport à la loi, rien ne peut contraindre Emmanuel Macron à pouvoir démissionner. Mais ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas te le cacher, Emmanuel Macron traverse une situation assez difficile. C'est-à-dire qu'il a essayé de pouvoir contenir la situation depuis plusieurs années en changeant le Premier ministre. C'est vrai, le Cornu a indiqué qu'il il va trancher avec ce qui est passé. Une gouvernance de rupture. Une gouvernance de rupture. Mais est-ce que cela va changer encore la situation? Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un compromis pour que Emmanuel Macron puisse achever quand même son mandat. Et puis la suite, je pense que cela pourra se faire. Mais dans la situation actuelle, il serait difficile pour Emmanuel Macron de pouvoir gérer cette situation de la manière dont il veut gérer. Mais je pense que s'il opte pour un compromis, il réussira quand même à achever tranquillement son mandat. D'accord. Lansine Bakayoko, est-ce qu'on observe un divorce entre l'élite française et le peuple?
Non, je ne pense pas. Je crois que la France fait face à une crise systémique, c'est-à-dire une crise, un malaise social lié à l'érosion de certains privilèges sociaux. Donc la France, comme beaucoup d'autres pays, en raison de la conjoncture mondiale, fait face à cette situation. Ce n'est pas nouveau, Alafel l'a dit, parce que vous avez vu que même Nicolas Sarkozy n'a fait qu'un seul mandat. Et son prédécesseur, Jacques Chirac, la fin de son mandat avait été très très difficile. Nicolas Sarkozy, je l'ai dit, n'a pas pu en rempiler. François Hollande non plus. Donc c'est une crise systémique. Et vous avez vu, tout le monde avait placé l'espoir à Emmanuel Macron. Heureusement, lui, il est en train de faire un deuxième mandat qui court jusqu'en 2027. Donc je crois que la France, la population française fait fausse route en considérant que c'est une affaire d'un seul individu, c'est-à-dire de l'élite, du chef de l'État ou bien de son gouvernement. Parce que si tous ceux qui ont gouverné, François Hollande était de la gauche, Nicolas Sarkozy était de la droite, Macron est centriste. Donc, mais tous ceux-là n'ont pas réussi à résoudre le problème. Peut-être faut-il aller maintenant vers les extrêmes, peut-être l'extrême gauche ou bien l'extrême droite. Peut-être que ce sera la solution, mais j'en doute. Parce que l'extrême droite ne peut pas être pour moi une solution puisqu'elle va créer un autre problème. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui oblige Emmanuel Macron à rendre le tablier aujourd'hui. S'il doit démissionner, c'est question de convenance personnelle. Vous savez, depuis 1848, la France a connu 25 présidents de la République. Aucun n'a démissionné en dehors de De Gaulle en 1969. Et De Gaulle, il a démissionné à la suite du rejet par référendum d'un projet de loi sur le Sénat, réforme sur la question régionale, mais il a démissionné davantage parce qu'il s'était engagé avant le référendum que si le oui ne passait pas, il allait démissionner. Donc, il a démissionné pour tenir compte de sa parole, de la parole donnée. Mais aucune obligation constitutionnelle ne l'y obligeait. Donc, je conclus pour dire que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est certes en difficulté, mais je ne pense pas que mettre sa démission dans la balance, si ce n'est pour quelques élites politiques, je pense à Mélenchon et peut-être à Bardella et Marine Le Pen, de prendre quelques points et se mettre au pouvoir. Je ne pense pas que si ce n'est pas pour des appétits de pouvoir, eux, ils aient la solution magique pour pouvoir aujourd'hui redresser la France. C'est vrai, le pays voisin comme l'Italie, avec Giorgia Meloni, a réussi aujourd'hui plus que jamais à redresser, par des politiques beaucoup plus volontaristes, à redresser aujourd'hui l'Italie, qui revient dans l'arène. Quand elle prenait l'Italie, était au fond de la vague. Mais je ne pense pas aujourd'hui que cela puisse se faire en France, parce que l'Italie a trouvé un compromis pour pouvoir mettre en place une autre politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de compromis en France. S'il y avait cette possibilité, les gouvernements qui ont été mis en place sont une sorte de gouvernement d'union, en réalité. Avec Sébastien Lecornu va en faire. Gabriel Attal en avait fait pareil. Donc, toutes les dispositions ont été explorées, mais ça n'a jamais marché. Donc, je crois que dans cette 5e République française, Macron est le 8e président de la 5e République française. Aucun n'a démissionné en dehors de Gaulle. Et donc, je ne pense pas que Emmanuel Macron fera exception. Sylvain Guédé-Débaï, la montée de la droite et de la gauche extrême est-elle inévitable en France? Oui. Si on a une montée des extrêmes, extrême gauche ou extrême droite, comme vous le dites, c'est justement parce qu'il y a eu des rendez-vous qui n'ont pas été tenus, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Ouais, moi, ce qui arrive aujourd'hui à la France, je pense que si on était dans l'aviation, on dirait qu'on arrive à la catastrophe à la suite d'une succession d'erreurs. Voilà, erreurs de gouvernance. Il y avait déjà un premier signe avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, vous avez vu, pendant plus de 3 mois, ils ont tenu quand même la rue avec beaucoup de surchauffe. Et puis bon, j'ai aussi l'impression que Emmanuel Macron veut gouverner comme un président africain, alors qu'il n'est pas un président africain, il est un président français. Là-bas, c'est les opinions, là-bas, c'est la rue, là-bas, les gens ils sont très jaloux de leurs acquis sociaux, qui ne voudraient pas voir remis en cause.
Tout le problème est là aujourd'hui. Alors que, visiblement, la France est en crise. Le Premier ministre Bayrou décrivait une situation catastrophique en ce qui concerne le montant de la dette. La France est aujourd'hui lourdement endettée. Et on a l'impression que le président joue beaucoup plus la carte de la diplomatie, le rendement de la France sur l'international, que de régler les problèmes même du pays, les problèmes cruciaux des Français. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est un problème. Aujourd'hui, les problèmes politiques, ils sont réels. Il est assis sur une sorte de volcan et une sorte de fauteuil éjectable. Et donc, si aujourd'hui, les gens disent, appellent à sa démission, c'est justement parce que il voudrait cacher le soleil avec la main. Alors qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main, il sait très bien qu'il n'est pas assis sur une majorité absolue. Il est obligé à chaque fois de négocier, mais quand il doit négocier, il ne négocie pas avec les bonnes personnes, avec les bons politiques, avec les bons leaders. Il pense que par quelques petits coups, quelques petits manèges, qu'il peut arriver à surmonter la situation. Mais ça le rattrape à chaque fois. Donc, plus que jamais, il a le choix entre démissionner et appeler à de nouvelles élections législatives pour dégager une majorité claire. L'élection des 30 juin et 7 juillet n'a peut-être pas répondu suffisamment à la question. Il est temps aujourd'hui, avec ce que nous voyons, la rue en train de bouillonner, il est temps aujourd'hui soit de déposer le tablier ou de convoquer carrément une nouvelle élection législative. Si une nouvelle majorité s'affiche clairement, mais il n'aura plus de problème. Il gouverne avec cette majorité. Mais quand on voit même la répartition des postes de députés à l'Assemblée nationale, lui-même n'a pas la majorité. L'opposition non plus n'a pas la majorité absolue, mais elle est quelque part un peu favorisée par le nombre de députés qu'elle a. Donc elle revendique le poste de Premier ministre que le président Macron ne veut pas concéder. Tout le programme politique est là aussi. Oh bon, il a nommé Sébastien Lecornu. On va voir quel match de manœuvre il y aura, mais moi je pense qu'aujourd'hui, Matignon est beaucoup plus un enfer qu'un endroit où il doit faire bon vivre. Bon vivre. Une digression tout à l'heure. Rapidement. La France, la France croule sur le poids de la dette. C'est le Premier ministre qui l'a dit. Oui, c'est exact, c'est 114%. La Côte d'Ivoire, nous avons 57%. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de comparaison. Donc la Côte d'Ivoire se porte bien. La Côte d'Ivoire se porte bien. La France a 114% de son PIB. Nous sommes à 57%. Merci pour cette précision, Lansine Bakayoko. La preuve que la Côte d'Ivoire se porte très bien sur Alassane Ouattara. Merci infiniment, Lansine Bakayoko. Sylvain Guédé de Bailly, terminez rapidement. En France, ici en Côte d'Ivoire, les gens peuvent descendre dans la rue comme c'est fait en France. Parce que le pays est bien géré, bien gouverné. Merci infiniment, messieurs. Merci. C'est ce que nous souhaitons. Sinon, les gens manifestent ici, ça fait 2 grosses manifestations. Le pays est bien géré. Et puis tels qu'ils sont descendus en France, ça a été réprimé, il y a eu des arrestations aussi. Oui. Je ne peux pas tolérer le désordre et la désobéissance civile active en France. Des gens ont été arrêtés en France. Il ne faut pas faire la propagande aussi du désordre en France. On ne fait pas la propagande. Ne dites pas comme les gens manifestent en France. Parce qu'ils manifestent en France, ce n'est pas bon. Il y a eu des arrestations. C'est lui aussi qui a dit que Macron gouverne comme un président en France. Merci infiniment. La comparaison a commencé avec lui. Merci, messieurs. Merci. La comparaison a commencé avec lui. La maturité démocratique en Côte d'Ivoire est Merci Bakayoko, Sylvain Guédé de Bailly, Alafi Ouattara, Jérôme Ndri. Merci infiniment pour vos contributions qui ont été très précieuses à cette émission. Je vous ai laissé tous prendre la parole pour faire l'équilibre. Donc je suis obligé de vous arrêter là maintenant. On arrive au terme de cette émission. Mesdames et messieurs, ce soir, notre émission a permis de croiser les regards sur des actualités majeures. Un grand merci à nos invités, Jérôme Ndri, Lansine Bakayoko, Alafi Ouattara, Sylvain Guédé de Bailly. Et merci à Davis Oyo, notre reporter terrain, pour sa précieuse contribution. Et à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même passion, pour un nouveau numéro du Club de la Presse, ici même sur RTI 1, la première chaîne de télévision ivoirienne. Bonne soirée sur la chaîne qui rassemble.